les Gabonais commencent à s'intégrer maintenant dans le monde de l'audiovisuel. Et j'embarque, c'est une aventure, non mais formidable. Je fais mon premier débat avec eux. Je ne sais plus avec qui j'étais, en tout cas j'ai partagé un thème avec des intervenants, c'était magnifique. Et également ils ont apprécié justement la petite visibilité que je leur ai emmenée. On se donne rendez-vous également ensuite pour le bilan donc d'Oligui. Il faudra justement un an après donc faire un bilan sur tous les aspects, que ce soit sur le plan de la structure sociologique, la structure économique, la structure politique et j'en passe. Là également, je suis appelée à discuter, à échanger avec donc les syndicalistes, les docteurs. En fait, sur le panel, j'étais la moins diplômée. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai donné ce que je pouvais donner et ça s'est très bien passé et j'ai vraiment apprécié au point où j'ai recommandé ce social media à beaucoup de personnes. Et je me suis rendu compte que c'est un jeune qui a tellement la niaque là et il a la hargne d'atteindre l'excellence que je me suis rendu compte qu'il n'éprouve aucune difficulté à convaincre les hommes de pouvoir. La preuve en est, c'est que M. Alain-Claude Bilbinze passe là-bas. Ondosa passe là-bas. Ceux qui ont même rédigé le projet constitutionnel passent là-bas. Tous les juges hors hiérarchie, les magistrats, c'est-à-dire la crème de la crème. Mais bien entendu, puisque c'est un Gabonais issu de la diaspora, il a quand même à cœur de privilégier ses frères, ses confrères et ses consoeurs, donc les compatriotes, issus également de la diaspora de tout horizon. Hier, comme je vous le dis, je devais aller regarder un peu le passage donc, de l'évêque, M. Mike Joktan, qui est candidat au siège de Port-Gentil face à un ministre proche d'Oligui, M. Bardera, d'ailleurs que j'appelle à boycotter massivement, voter pour M. Mike Steve Joktan. Alors, je me rends compte que le frangin va faire un coup de gueule. J'étais traumatisée parce que je n'ai jamais entendu le gars là s'est fâché. Même quand tu échanges avec M. Christian Goma, il te vous voit. Je trouve ça gênant. Un an plus tard, il continue à m'appeler par la première personne du pluriel. Non, la deuxième personne, qu'est-ce que je raconte? C'est non vous, nous vous, voilà. Et vraiment, j'étais traumatisée de me rendre compte que le gars a pété un câble. Il a pété un câble avec un groupuscule de personnes qui sont soi-disant des candidats à l'heure où je vous parle, qui sont à la recherche de nos suffrages. Et j'ai trouvé ça tellement lamentable. En première position se trouve le candidat d'Oligui. Prenez les cœurs orange s'il vous plaît, partagez. Tapotez le live s'il vous plaît, sinon je vais couper les commentaires. Attendez, je vais mettre le rideau. Peut-être c'est la fête là qui vous fatigue un peu, le mettre. Je vais changer d'arrière-plan. Là, ça va? Vous aimez bien cet arrière-plan? Voilà. Alors, vous lisez bien les commentaires, non? Le candidat de l'UDB. Qu'est-ce que je ne vais pas vous dire? Alors, c'est quelqu'un qu'on a sorti tel un lapin dans le chapeau d'un magicien. Propre et pur produit d'Ossiman, la pensée patriotique. Je vous ai dit que la famille d'Oligui, que ce soit sur le plan maternel, 007, prends le cœur orange, tu as les dents grillées, s'il te plaît, brosse tes dents. Tu peux pas venir avec les dents grillées, ton cœur est gris ici. Pardon, faut pas empester les gens dans les commentaires là-bas. Prends le cœur orange, souscris ici, à côté de mon nom. Tu vas te brosser les dents, tu auras le sourire éclatant. Alors, comme d'habitude, c'est le décret, comme ça s'est toujours passé en République bananière au Gabon. Aurélien, je ne sais pas où il a fait la politique. Moi, je sais que c'est quelqu'un qui a fait le droit. Le droit comptable, c'est un gars de la Cour des comptes. Il convainc son frère que, écoute, sur le siège de la France là-bas, il faut mettre aussi c'est mon Roupero, où il attrape le sac d'Aurélien.
où il fait porter à Aurélien les vestes qui sont évasées derrière, on dirait les PAMP, comme je vous ai dit. Ou c'est lui qui cire les chaussures d'Aurélien, je ne sais pas, mais une chose est certaine, c'est que c'est le bon gros Perrault, l'attrapeur de mallette d'Aurélien. Donc, dans toute la diaspora là, avec tout ce que les pédégistes ou les kounoliguistes ont en réserve en matière de candidats, il fallait qu'on nous impose l'ami du frère du président. Mais là n'est pas le problème, puisqu'il reste quand même un Gabonais à part entière, non? Passons sur ça. Le gars fait partie du conglomérat des personnes qui ont été indexées par le média de La Voix. J'ai donné un coup de gueule et écoutez-moi très bien. Peut-être que c'est moi qui suis folle ou bien peut-être je commence déjà à fumer et puis je ne déclare pas moi, mais je ne me rends pas compte. Je suis sous substance illicite non déclarée. Comment se fait-il que les Gabonais, soi-disant, ont fait la promotion, matin, midi et soir, consommons gabonais, faisons la promotion de la préférence nationale. Nous sommes basés désormais sur la réappropriation de... C'est même quoi le mot d'Oligui là? De la... Ah bref, j'ai oublié, pardon, aidez-moi. Parce qu'Oligui, il dit tout et n'importe quoi. Voici un frère gabonais qui a un média. La plupart du temps, on ne paye pas quand on passe sur son média. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste. J'ai déjà cité la préférence nationale. Malik, prends le cœur orange, tu as les dents grillées. Il a la souveraineté économique, merci. C'est pas payant, malgré qu'il a une équipe qui travaille avec lui. Ça veut dire qu'il investit tellement, il croit en son rêve, qu'il investit le peu qu'il gagne. Chaque fin du mois, il travaille comme ça, c'est un juriste gabonais. Il met ça dans son rêve, il porte son bébé. Et il dit à ses frères et sœurs gabonais et gabonaises, venez m'aider. Qu'est-ce que ces frères gabonais font? Vous savez que vous ne voulez pas passer à l'émission. Vous ne prévenez pas son staff pour qu'au moins il se donne la chance de donner la possibilité peut-être à d'autres personnes qui convoitent la même place que vous et à la même heure que vous passez à cette émission. C'est-à-dire que c'est un sabotage ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que vous n'allez jamais me voir dans votre combat. Je sais que vous n'avez pas encore atteint la majorité nécessaire pour pouvoir vous lancer dans un soi-disant leitmotiv axé sur la préférence nationale. Vous n'en avez pas les compétences. On vous voit à l'œuvre. Cette campagne législative a encore révélé les nombreuses stars qui minent la société gabonaise. Comment un frère gabonais a un média? C'est-à-dire que vous traitez la chose de vos frères avec le mépris. Mais il paraît que vous êtes les défenseurs, vous êtes patriotes. Quand je vous dis que vous n'avez aucun sens du patriotisme, vous pensez que je suis en train de blaguer. Vous pensez que je desserre l'amour du drapeau ou de la nation. Mais je vous dis, parce que je veux qu'on apporte des changements. Voici les Gabonais, vous vivez à l'étranger, mais vous ne vous êtes pas intégrés. Vous êtes les premières personnes où nous sommes, et je m'inclus à l'intérieur, qui piétinons matin, midi et soir les œuvres que nos frères essaient de porter à terme. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que le comportement qu'on affiche face aux médias, et c'est pas parce que c'est le média, je le vois même sur les panels. Je le vois sur les panels. C'est fait exprès que les gros blogueurs n'ont pas ouvert leur chaîne de propagande numérique pour laisser la place à une jeune génération de blogueurs, pour que vous puissiez comprendre que c'est une affaire de tous. Nous devons tous mettre la main à la pâte pour construire idéologiquement et physiquement cette nation. Quel est le comportement que vous affichez vis-à-vis des communicants comme nous? Vous nous méprisez, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que CNN, Dan, pardon, ris doucement s'il te plaît, papa. Je dis ris doucement s'il te plaît, papa. It's okay. Alors, il faudrait que vous puissiez comprendre une chose. CNN n'est pas devenu CNN du jour au lendemain. C'est un travail d'ensemble.
C'est un travail de longue haleine. Il n'y a qu'à voir toutes les sociétés qui ont été dirigées par des sujets gabonais. Si ces sociétés-là ont mis un long terme, jamais. Pourquoi? Parce que nous avons exporté nos tares dans nos systèmes de gestion. Nous ne pouvons pas être une nation dirigée par de bonnes personnes parce que nous-mêmes, d'abord à titre individuel, nous ne sommes pas respectueux de comment est-ce que nous travaillons. Nous ne sommes pas exigeants. France 24 est devenue France 24. Pourquoi? Parce que les gens ont mis le sérieux derrière le média. La vérité, c'est que la légèreté avec laquelle vous vous comportez sur les plateformes de communication, peu importe, qu'elles soient audio, qu'elles soient visuelles, qu'elles soient numériques, la légèreté avec laquelle vous vous comportez là, vous ne pouvez pas le faire ailleurs. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que pour que ces médias-là deviennent aussi influents et forts, c'est parce qu'il y a des gens qui ont appréhendé l'idée ou bien le projet et ont traité ce projet avec respect et crainte. Vous n'êtes pas respectueux des œuvres de vos frères. Vous avez fait parler ça dit qu'un momo, comme on dit chez nous, un ibaba, il a commencé à clasher. J'ai seulement regardé son live, je dis que, Christian, tu montes sur les lives maintenant pour faire des prises de parole. Ça dit, tu tapes du poing sur la table. C'est que les gars l'ont fait fort. Voici le candidat de l'UDB, où je suis allé écouter le nom et le comportement qu'affiche le candidat de l'UDB. C'est dans une chaîne internationale. Je vais cacher, mais c'est quelqu'un qui a géré l'un des plus gros médias de l'audiovisuel des diasporas africaines. Ça dit que c'est un patron qui a géré un média important de la communauté africaine en France. Et puisque moi je gérais justement, j'étais comme l'entremetteuse entre ce média-là et la personne que je devais mettre en contact, c'est comme ça comment j'entends les péripéties du candidat de l'UDB. Aurélien nous a emmené un candidat qui est incapable de défendre son projet. Tapotez mon live s'il vous plaît, partagez-le. Vous êtes à combien de partages? Les modos, regardez là-bas combien de partages il y a. Attendez, je vais couper les commentaires, vous ne tapotez pas assez. On a toujours les mêmes problèmes, mais je sais, la répétition, elle est pédagogique. Vous allez vous habituer. Moi, personnellement, vous n'allez pas me laisser en bas. Je sais que nous sommes habitués à se contenter. Non, moi, je vais vous emmener dans mon mindset. Moi, je suis une Américaine. Il faudrait que vous puissiez comprendre ça. Oui, je suis Gabonais, je suis fière de mes origines, mais il faudrait que vous compreniez aussi que j'ai une autre culture de vie. Moi, j'aime l'excellence, en fait. C'est pour ça est-ce que je me donne les moyens d'être un leader dans ce que je fais. Les gens qui me fréquentent, vous savez que je passe énormément de temps à lire, à découvrir. Je suis comme une chercheuse en fait. Je m'instruis, je n'ai pas de complexe à accepter mes lacunes. Et vous n'allez pas me garder derrière le rideau. C'est pourquoi est-ce que ça dit mon blog s'exporte au-delà du Gabon. J'arrive dans la communauté camerounaise, je parle de la politique, de la sociologie politique de la communauté camerounaise et on me respecte. J'arrive en Côte d'Ivoire, je parle également de la politique de la Côte d'Ivoire avec des faits, des noms historiques. Je peux vous dire quand est-ce qu'il y a eu le premier coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est le 25 décembre 1999. Le général Robert Gueye dépose le défunt sphinx de Daoukro, dit Henri Konan Bédié, ancien président du PDCI, RDA. Je peux même vous dire quels sont les membres fondateurs du PDCI RDA quand Oufoué a décidé de créer ce parti-là. Pourquoi? Parce que je me donne les moyens d'être excellent dans ce que je fais. Je vous demande tout simplement, partagez le live, prenez les cœurs orange, remplissez les objectifs, c'est tout ce que je vous demande. C'est là qu'on doit maintenant voir vraiment, est-ce que nous avons assimilé la culture. Nous sommes ici, c'est grâce justement à la matérialisation idéologique d'un chercheur, un savant chinois, qui a mis ses compétences à profit.
Et aujourd'hui, nous profitons justement de ce développement-là. TikTok, il n'est même pas de l'Occident. C'est pas un chef-d'œuvre occidental. C'est un chef-d'œuvre asiatique. C'est pour ça que je vous dis, je vous regarde. Et des fois, vous êtes admiratif. Oh mon Dieu, comment les Ivoiriens font? Non. Les Ivoiriens, comme toutes les autres communautés, sont tout simplement, comment on appelle ça, sont obéissants, ou du moins, ils savent mettre le sérieux dans quelque chose. Vous n'êtes même pas capable de porter vos blogueurs. Vous savez qu'au Gabon, vous avez l'une des meilleures générations d'activistes, mais vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous détenez. C'est normal, parce qu'on est habitué à vous faire les choses gratuitement. Vous ne connaissez pas la valeur des blogueurs que vous avez. C'est ailleurs qu'on reconnaît la valeur de vos blogueurs. Regardez même l'histoire qui tournait, le scandale qui tournait autour des nazis. On a fait jazzer la presse occidentale. Est-ce que vous avez vu nos noms de référence? Non. Il y a une volonté manifeste à nous garder dans le noir. Mais j'aime à dire, comme la Bible dit, est-ce qu'on peut cacher la lueur du jour à l'aide d'une main? Regardez, là vous avez arrêté complètement de tapoter. Vous allez rester là comme ça. Vous ne tapotez pas. Je n'atteins pas les 70K. Je ne remets pas les commentaires. Parce que je suis petite fille d'enseignante. Moi, ma grand-mère, elle ne me frappait pas. Mais elle m'a éduquée. Sans me taper, elle a réussi à m'inculquer des valeurs. Et aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde. Aujourd'hui, je suis presque déjà aussi une jeune grand-mère. Je ne fais que donner à la société ce que j'ai appris d'elle. Merci le Clash des Titans. Je vous dis que vous avez une génération d'activistes. Je vous entends dire, est-ce que les activistes... Hey! C'est seulement parce qu'on est une petite démographie. Sinon, notre volume est fort. Quand on dit les cyberactivistes du Gabon, Makosso met le respect sur nous, non. Parce qu'il sait que quand il va venir discuter avec nous, il n'a pas affaire à des plaisantins. On est calé. Tu prends Mouléna en matière de journalisme, il n'y a pas son de le gars, c'est un génie, c'est un savant. J'entends les gens même des fois colporter des rumeurs selon lesquelles il n'est pas là à l'école de journalisme. Mais l'école de journalisme là c'est quoi? La communication c'est un métier d'abord de base libérale. Diplômé ou pas diplômé, si tu es compétent, on te laisse travailler. Et c'est le pragmatisme là qui a construit aujourd'hui l'Amérique. J'ai un ami la dernière fois qui disait que aujourd'hui il travaille dans les placements des antennes numériques et tout pour une grosse compagnie. Je pense que c'est AT&T ou bien T-Mobile. Le gars il n'est pas là à l'école pour avoir ce diplôme là. Mais quand il est allé souscrire, le sérieux qu'il avait mis, le general manager l'a regardé. Il lui a dit, écoute, le poste que tu convoites, de ce que je vois, tu n'as pas les compétences requises. Mais qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, ah, moi j'ai travaillé tant. Il dit, tu peux, vraiment, si on te donne un tournevis, là, tu peux apprendre le travail parce que nous, on te garantit qu'au bout de 3 à 4 semaines, nous te formons, tu peux déjà être sur le terrain à travailler. Il a dit oui. Il dit, tu es sûr? Nous avons juste besoin de ta détermination. Il a dit, oui, monsieur, je cherche le travail, je vais aller travailler. Le gars, aujourd'hui, il fait le travail que beaucoup de gens ont des PhD et tout. Vont à l'école pour apprendre parce qu'il a pris dans le tas. C'est ça qui fait la force de l'Amérique, c'est ce pragmatisme-là. C'est pour ça que je n'ai aucun complexe. Même souvent quand je vous dis que je n'ai pas de diplôme, c'est juste pour vous faire chier. Pour vous démontrer que malgré que je n'ai pas les diplômes que vous avez, mais je suis votre boss. En matière de blog, je suis une référence. Est-ce que j'ai besoin qu'on me le raconte? Je le sais. Mais les candidats de cette année-là n'ont absolument rien pris au sérieux. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui nous dirigent ne sont pas des gens sérieux. Quand vous écoutez même les discours d'Oligui, où est le sérieux? Même si on dit que tu ne connais pas, d'accord, on peut comprendre que tu viens d'un certain milieu, mais adapte-toi. Donne-toi les moyens d'évoluer. Non, il est toujours dans les propos terre à terre. On dirait que non, il parle, on dirait un chef de sous-canton. On dirait qu'il est en état primitif, comme disait Thomas Hobbes dans le Léviathan, en fait.
Il est là, il pense qu'il parle à des chefs primitifs. Vous voilà attaquer un autre conglomérat des sangliers là-bas et tout ça. C'est dommage. Et je remarque que les Gabonais sont d'accord avec ça. La preuve honnête, c'est que vous êtes capables, vous, chers compatriotes gabonais et gabonaises, de vous lever un jour et d'estimer que Oligui et Dangote peuvent s'asseoir sur la même table. Vous êtes capable d'aller jusqu'à ce niveau de comparaison. Vous avez un problème. Parce que vous avez commencé à vouloir comparer M. Patrice Talon, qui est la 15e fortune. Et là, je vous parle de l'époque où il accède à la magistrature suprême de la République du Bénin. Je vous vois comparer Oligui à Patrice Talon. Vous avez un problème, en fait. Même ici dans l'entertainment, dans le showbiz américain, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les catégories de icons. Quand on te donne le Grammys là, you a legend. Ce n'est pas donné à le qui veut, c'est le qui peut. Il y a des catégories qu'on te nomme dans le show business, ici, ou bien ici, là, dans le monde du cinéma, les Oscars ou les Césars. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce qu'on veut quand même reconnaître l'excellence parmi les meilleurs. Mais vous êtes tellement habitués à mélanger les habits sales avec les habits propres que vous, en fait, vous êtes à l'aise avec n'importe quoi. Regardez le comportement que vous affichez. Vous avez rendez-vous avec un média. Vous avez rendez-vous avec un média. Vous entendez que l'Amérique fait la guerre avec... L'Amérique ne se lève pas, hein. L'Amérique envoie ses alliés qui sont cachés dans ce qu'on appelle le NATO. On envoie nos enfants. Ceux qui vont bombarder là, c'est les Australiens. Tout ça, on envoie les Australiens, le Canada. On dit allez là-bas devant. Nous, on vient derrière. Je vous dis, je ne suis pas assoiffé d'abonnés. La preuve, c'est que je vous dis des vérités déconcertantes. Je ne vous dis pas ça pour humilier. Je vous dis pour que chacun de nous puissions toucher l'excellence. Et la vérité, c'est quoi? C'est que la charité, nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Incapable. Lorsque vous n'avez pas... Ça peut arriver. Même moi, aujourd'hui, je peux prendre rendez-vous avec quelqu'un, même dans un salon de coiffure, et puis j'ai, comment on appelle ça? J'ai un imprévu. Mais la preuve, la moindre des choses, tellement je suis déjà habituée à ma mentalité anglo-saxonne, que je dois appeler la dame pour lui dire que, OK, excuse me, ma'am, I have something to do right now. Apologize. My bad. Et puis, c'est tranquille. Pourquoi? Parce que le temps, c'est de l'argent. The time is money. On ne peut pas perdre, on ne peut pas permettre à quelqu'un de perdre $1. Je vais donner la chance au moins à cette tresseuse-là de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir, comment je peux dire ça, de pouvoir prendre une autre cliente à la même heure que moi. Parce que l'argent, c'est l'argent. Mais regardez le comportement que vous affichez. Où est le sérieux? Vous avez même des... Regardez le comportement du gars de l'UDB. Il est à couteau tiré avec sa suppléante. Et vous savez pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de l'affaire du gars de l'UDB et de sa suppléante? Je vous ai dit que c'est à 70K que je vais débloquer les commentaires. On est qu'à 47. Tapotez, hein? C'est vous. Si vous tapotez massivement, on va avancer. Si vous ne tapotez pas, on va seulement rester au même niveau. Moi, il n'y a pas de problème. Je vais parler. L'essentiel, c'est que vous puissiez m'écouter. À toute chose, parfois, dans la vie, malheur est bon. Parce que je connais la suppléante du candidat de l'UDB du 2e siège de la diaspora. Et la vérité,
c'est que si on avait mis la suppléante à la place du candidat lui-même, on allait avoir un problème, nous, dans les rangs de l'opposition. Pourquoi? Parce que je connais le pragmatisme de la suppléante. Ça dit que j'ai fait ça exprès, parce que nous sommes dans l'arène politique. J'ai aimé ce que l'UDB nous a donné comme médiocre candidat. Un incompétent notoire, incapable de défendre son projet de société. Il fouille l'arène. Des candidats qui veulent gagner sur la base du clientélisme, du copinage. Il est incapable de défendre son propre projet politique. Parce qu'il compte sur quoi? Il compte sur l'influence d'Aurélien. Puisque c'est même pas par congrès. Dans les autres partis politiques, c'est au congrès qu'on décide de la liste des futurs poulains dans différentes catégories. Vous devez d'abord prouver que vous êtes compétent dans votre propre formation politique fondamentale. Vous êtes incapable même d'abord, ne fût-ce que de convaincre les militants et les militantes que vous êtes. Regardez mes frères de l'activisme, les activistes du palais. C'est des vrais attrapeurs de sacs. Je leur ai dit que vous n'avez aucune valeur. Même les petites comédiennes là, regardez la femme de Manitou, elle a été investie dans l'UDB. Est-ce que vous avez vu un activiste de la diaspora être mandaté ou candidaté sous la bannière du parti du président? Et pourtant, ils se disent amis du président. Et pourtant, ils se disent proches du président. Parce que vous-même, vous êtes allé bouffer votre aura politique au Gabon. Moyennant quoi? Moyennant un véhicule, moyennant une enveloppe. Vous savez, hein, moi, je suis convaincu d'une chose. C'est que nous devenons le reflet de nos pensées. Et Chadem le disait au Vono dans sa chanson. Nous devenons le reflet de nos propres pensées. Et le problème, c'est quoi? C'est que moi, j'ai une vision d'aigle. Parce que c'est notre emblème. Nous sommes des faucons. Dans l'humanité, nous sommes des faucons. Parmi nos semblables. Et la particularité d'un faucon, c'est quoi? C'est que scientifiquement, la génétique ne lui a pas permis, même s'il a la volonté de le faire, de se reproduire dans une espèce différente de la sienne. C'est pour ça, je vous dis que c'est l'animal qui est attaché au monarque et au principe de royauté. Parce que quoi? Il a la particularité d'être de race pure. Un aigle ne s'accouple qu'avec un aigle afin de reproduire un autre aigle. Et quand je me retrouve dans la bouillabaisse des pigeons, des flamants roses, des canards, mais je suis déséquilibré. C'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, dans l'activisme, ça dit qu'il y a un énorme fossé. Il y a un énorme fossé, c'est pas un mépris que j'ai vis-à-vis de mes frères, mais je suis désolé. Je suis organisé. Vous savez, le Premier ministre, M. Raymond Donsima, m'avait dit ceci. Il m'a dit, quand on a discuté à la veille de son départ, il nous a gardés avec Franck Joktan jusqu'à 4 heures du matin pour nous prodiguer des conseils. Et en particulier à moi, il m'a dit, tu sais Dana, bon, il m'appelait ma fille, il m'appelle ma fille. Il dit, n'aie aucun complexe, donc ne sois inquiète de rien. La société dans laquelle tu évolues là, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique là, c'est déjà un pays qui a mis un mécanisme autour de toi afin de t'adapter. Ça dit que tu es déjà en avance sur beaucoup de choses par rapport à d'autres personnes. Et souvent les chercheurs dans les universités, parce que moi de temps en temps je vais dans les graduations, sur le plan scientifique, les universitaires ont démontré, en prenant exemple sur des enfants issus de 4 horizons différents. Ils ont pris un enfant issu de la société asiatique. Ils ont pris un enfant issu de la société européenne. Ils ont pris un enfant issu de la société africaine. Mais la différence, ils ont le même âge, ils sont tous scolarisés, mais ils ont différents réflexes. Les enfants d'ici là, avant 1 an, je ne sais pas comment ils arrivent à le faire. Tu prends le téléphone, tu donnes à un enfant de 9 mois. Moi, le premier métier que j'ai eu aux États-Unis, j'étais babysitter. Ça m'a choqué de voir un enfant de 10 mois allumer la télé et regarder les dessins animés.
J'étais traumatisée, j'ai appelé sa mère, j'avais l'impression qu'un esprit méchant ou bien c'était un fantôme qui s'était manifesté. Pourquoi? Parce que je n'étais pas habituée à ce genre de milieu-là. Ça m'avait impressionnée. Et quand j'ai appelé la maman du bébé pour dire que mais je comprends pas. Je suis dans la maison, je commence à entendre la télé s'allumer, je suis traumatisée. Elle a dit non, elle riait, elle dit non, tu sais les enfants ici, je sais pas, c'est inexplicable. J'ai ma nièce que je garde ici, que mon entourage connaît, et c'est la petite sœur d'ailleurs de bébé Pyongyang. Mini Pyongyang, quand je garde Mini Pyongyang, parce qu'elle vit entre sa famille et moi, Mini Pyongyang a un jour monté dans le live des Crépin Yike. La petite, elle a 1 an, elle est née le 30 avril, donc on va dire quoi, mai, juin, juillet, août, septembre. Elle a 1 an et 5 mois. Qui a montré à l'enfant comment tu peux prendre le téléphone de ta maman, rentrer dans les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment elle fait. Elle aime la chaîne qu'on appelle Coco Melon. Avant, elle était dans les trucs des Africains. Coco, Laïla, maintenant, madame, depuis qu'elle va à la crèche, elle a changé de mood. Maintenant, c'est Coco Melon. Je donne l'enfant là mon téléphone. Elle connaît. Je ne sais pas comment ils font ça. Elle va sur YouTube. Elle ne lit pas, elle n'écrit pas, elle ne parle pas. Elle marche à peine. Ma nièce là, elle part. Donc, Coco Melon. Elle suit Coco Melon. Tu vas prendre un enfant de son âge en Afrique. Mais ça dit qu'il forme à peine des mots, des syllabes. Vous êtes d'accord avec moi? Et des consonnes. Donc, je me rends compte que c'est moi qui suis souvent folle de m'asseoir et de communiquer avec les gens qui, en fait, vivent dans un pays où il n'y a pas d'électricité. Les Gabonais sont à la ressemblance des traumatismes qui les a... je sais pas, qui les ont marqués en fait. Un pays où il n'y a pas l'électricité. Tu appelles tes parents, ils te disent que oh, mais c'est comment tu dors à l'heure? Oh non, on dort vite, oh, parce que vraiment, il n'y a pas d'eau depuis 5 à 6 jours, donc on se lève, on est obligé de marcher là, aller à la pompe publique. En plein Libreville, hein, en pleine capitale. Mais ce sont les mêmes Gabonais qui vont monter pour dire que le Gabon est un pays développé, le Gabon accueille la misère du monde. Ah bon? Mais la vérité, c'est que le Gabon est un pays non seulement sous-développé, le Gabon n'est pas un pays riche, mais un pays potentiellement riche, mais surtout un pays très endetté. C'est ça qui est la vérité de l'histoire. Vous êtes les seuls au monde qui êtes capables de monter dans un live et d'aller un jour expliquer comment est-ce que le général Oligui est comparable à comment il s'appelle, à Dangote. Vous êtes capable de faire ça. Moi, je vous dis, ici aux États-Unis, il y a une université, ça se trouve dans l'État de l'Illinois. L'État dont est originaire le 44e et premier chef d'État de couleur noire aux États-Unis d'Amérique. Je veux bien parler de Barack Obama. Il a même un autre nom là. Barack Hussein Obama. Dans cette université-là, il n'y a que des milliardaires qui enseignent là-bas. Ça veut dire que Trump donne des cours là-bas. Trump qui est devenu Trump chez Oligui. Plein de problèmes de diction. Moi, la diction, vous savez que je l'ai fait en grande section. Je me suis rendu compte qu'on donne également des cours de diction à l'université Omar Bongo. Donc je pense que ça se trouve certainement dans le département des lettres là-bas. Oprah Winfrey, l'une des plus grandes fortunes de la communauté noire, parce que eux ils enseignent le vécu. Pas les histoires que je vois, bon, je ne veux pas mépriser nos frères, où vous avez, Seigneur Jésus, vos amis qui font la tontine du quartier, et puis vous tenez des séminaires pour dire comment investir, comment devenir riche. Ça ne va pas chez vous. Il y a une dame qui est la présidente de la chambre de commerce de Gatineau. Moi, on m'a pas raconté, je suis partie chez elle. Elle est Kwato, c'est notre soeur. Elle est fan. La go a une maison minimum 3 millions de dollars. La maison de la femme Ekwato là m'a donné le vertige.
Elle s'appelle Isabelle quelque chose. Elle, quand elle tient des séminaires, comment investir au Canada, je souscris. Pourquoi? Parce que c'est le factuel. Ce ne sont pas des choses issues de la réflexion d'un pauvre qui veut s'en sortir. Je ne stigmatise pas, je sais que j'appartiens à cette classe-là. Mais c'est pour vous démontrer que la société nous démontre aux États-Unis que pour enseigner dans cette université, tu dois peser minimum 3 millions de dollars. Je ne dis pas 1 million de dollars. Hein. Minimum pour donner cours dans l'université, dans la ville de Chicago, là. Tu dois peser minimum 3 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'ils veulent motiver les hommes et les femmes d'affaires à réussir. Nous sommes incapables d'imposer un média de notre propre frère gabonais de père et de mère. Il s'appelle Christian Ngoma. Il n'est pas comme vous faites l'amalgame entre être métissé, d'origine différente, et un binational. Il n'est pas binational, pour ne pas dire qu'il n'est pas métis. Il est gabonais de père et de mère. Il a un social media. Vous êtes incapable de respecter son œuvre. Mais vous êtes là. La préférence nationale. La préférence nationale. Sauf que, demain quand les Camerounais, les Béninois, les Marocains et je ne sais qui iront derrière lui et qu'il ne voudra pas faire quelque chose pour la communauté gabonaise, nous serons les mêmes à nous lever pour dire que, oh, lui là, pardon, on s'en fout, il ne fait rien pour nous, on tue les gens au Gabon, hein, il ne dit absolument rien. C'est devant moi ici. Le candidat de l'UDB. Un médiocre. Il fuit les débats. Pareil, chez mon frère là-bas, des États-Unis, il devait passer là-bas sur son média. Le même. Mais pour ne pas faire une fixation sur lui, ils sont beaucoup qui ont eu le même comportement. C'est pour vous dire que c'est un état d'esprit. Vous savez la différence avec les gens de la France. Remarquez bien, hein, les gens des États-Unis là, quand ils vont mendier chez Oligui, vous savez la chose qu'ils font? Ils ne posent pas les photos. Comme ceux de la diaspora, je ne sais pas que je fais une stigmatisation, mais c'est juste pour vous démontrer la différence. Comme ceux de France ou quoi. Ils ont même honte. Beaucoup, dès qu'ils voient la caméra, ils disent que non, hey, pardon, tournez la caméra, tournez. Parce qu'ils savent qu'on va les allumer. C'est indigne de se comporter comme ça. Vous savez, l'une des choses qui m'a fait comprendre que je marchais avec des grands et que je devais faire attention à ce que je voulais devenir, c'est quand je me suis un jour assise avec une amie et on a commencé à regarder la vie que ces grands-là menaient aux États-Unis. On s'est rendu compte que beaucoup avaient des problèmes de papier. Ceux qui n'avaient pas des problèmes de papier vivaient avec le strict minimum, c'est-à-dire des paychecks en paycheck. Les autres qui avaient des partis politiques n'étaient même pas capables de faire adhérer leurs propres épouses à leur idéologie politique. Je me suis assise et je me suis posé la question de savoir que, ok, toutes ces personnes-là, je les appelle tonton. Tapotez mon live s'il vous plaît, sinon je vais couper les commentaires. Je les appelle tonton. Leurs femmes, je les appelle tata. Mais c'est quoi en fait? C'est quoi leur ambition? C'est quoi leur rêve? L'homme politique qui m'a appris à avoir l'ambition d'écrire et de respecter un projet politique, je vous le dis matin, midi et soir. Moi, vous savez, je suis quelqu'un, je peux avoir des problèmes avec toi. Je peux ne pas m'entendre avec toi. Je peux même te reprocher quelque chose. Mais est-ce que vous savez que si je donne raison à la personne en janvier, il y a des fortes chances que si tu viens me poser la question pour le même problème ou la même situation que j'ai estimé donner raison à cette personne en décembre, j'aurai la même version. Parce que je sais faire la part des choses. C'est M. Raymond Donsima. Quand je suis allée en séance de lobby avec M. Raymond Donsima, moi j'ai écouté, c'est pas qu'on m'a raconté, c'est pas le slogan. Les républicains dirent à Donsima, vous êtes en avance sur votre temps. Ils lui ont dit, les politiciens de votre envergure, nous n'avons rencontré qu'à la fin des années 90. Le chef de, comment on appelle ça, de la délégation de l'Institut républicain international, ici, à Washington, D.C., on était au siège de Airy.
Ils ont dit à M. Raymond Donsima, vous êtes en avance sur votre temps. Vous n'êtes pas apte à faire la politique dans le pays dont vous en êtes originaire. Parce qu'il y a un énorme fossé. Donc, comment eux ils se comportent, comment ils réfléchissent et comment ils font les choses. C'est le seul homme politique, lorsqu'on partait dans des séances de meeting, qui avait son projet politique, qui était, comment on appelle ça, qui était traduite en différentes langues. Quand il va dans sa séance de lobby avec les Espagnols, son projet politique est traduit en espagnol. S'il va chez les anglophones, son projet politique est traduit en anglais pour les anglophones. Ce n'est pas les histoires de non, on va chercher les interprètes. Non! Préparez! Une élection se prépare. Et je suis désolé. Il y a des frères et des sœurs qui sont presque des frères d'armes, qui devant leur projet politique, je suis désolé, avaient démontré d'énormes lacunes. Les gens m'appellent, Tante Huguette, pourquoi tu ne t'es pas présenté? Parce que je ne me présente pas pour participer. Je vous ai déjà dit, je suis une Américaine, moi je me présente et je gagne. J'ai la prétention de vous le dire. Quiconque sera face à moi, quel est le candidat ou la candidate qui sera face à moi, vous allez faire les prières, hein? Je te dis que même si tu sacrifies combien d'albinos dans les crimes rituels, je vais t'allumer. Tu vas savoir que tu as fait à une ricaine. Je vais monter sur toi. Parce que je fais le tapis sec. Je n'aime pas perdre. Je suis comme mes frères. Quand on va aux Jeux Olympiques, je suis fier. Parce que je sais que la team US, nous on va ramener les médailles. Et puis on ne ramène pas seulement les médailles, on vient avec le record. Et on fait la fête à la maison. L'Amérique, c'est un pays où quand tu perds, on pleure. Moi, j'ai vu les Américains pleurer pour un match de hockey ici. On les a tapés ici en bas, au centre-ville à Perry-UQAM. C'était l'équipe de Washington, D.C. qui jouait avec les gars de Montréal. Ils pleuraient, les supporters pleurent, le coach pleure, les joueurs sont en train de pleurer. J'ai dit à mes petits qui étaient en train de supporter leur team, parce que eux, c'est les Canadiens. Je leur ai dit que vous avez mal fait. Vous auriez dû battre les Américains au match final. Ce qu'ils vont vous faire au match final, ce sera un massacre. Mais ce qu'ils ont fait, non seulement le match se passait chez nous au States, à Washington, merde, ils ont massacré les gars. Oh, les gars ont perdu quoi? Peut-être 6-3. Ou bien 4-2, un truc comme ça, je me rappelle plus du score. Mais il fallait voir comment les petits enfants la pleuraient. Un pays où on t'inculque la honte de la défaite. Le problème, c'est qu'au Gabon, les gens n'ont pas honte de perdre. Au contraire, ils en font même un leitmotiv principal dans les rangs de la politique. Ils montent sur les panels, ils prennent les micros. Oh non, tu le vois là, il est vu avec la calvitie. Je ne dis pas que quand tu es vieux, tu n'es pas valable. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Écoutez bien la nuance. Il t'arrache le micro. Oui, ma petite, ma petite. Non, nous sommes là, les anciens du combat. Tu te dis même qu'il va te dire même quelque chose. Oui, vous savez, en 96, quand le président Omar Bongo donne l'assaut pour attaquer Radio Liberté, oui, j'avais sauté sur le toit. Vous voyez, il y avait l'Union même avait filmé ma chaussure. Il y avait une basket fila comme ça là, qui était déchirée, voilà, un peu criblée de balles. C'est ma chaussure. Oui, j'avais couru. Quand on a couru, il y avait une maman qui chauffait l'eau à sa fille qui venait d'accoucher. Donc quand l'armée nous a poursuivis, nous sommes rentrés sous le paille de la maman. Là, on a trouvé sa fille qui était nue. Le bébé pleurait beaucoup. Bon, nous on avait les militaires, les bérets rouges derrière nous. Et puis, on s'est caché. Moi, je suis même rentrée dans la marmite d'eau chaude, ma fille. Si tu vois là, j'enlève mon haut, tous mes pieds sont, j'enlève mon pantalon, tous mes pieds sont brûlés. Parce que l'eau chaude là m'avait brûlé en 96. Quand on nous poursuivait, on nous lançait des bombes lacrymogènes. Je regarde, je dis, oh my God. C'est quoi ça? La culture de l'échec. Il t'explique quoi? Et sans dignité, hein, il ne cligne même pas des yeux, quoi. Il dit, mais même moi, mais tu sais, il y avait même mon ami Mavungula.
Mais ils ont tapé Mavungu devant sa femme et ses enfants. Oui, ils l'ont déshabillé. Ils l'ont fouetté comme à l'école. Je les regarde, je dis... Aucune culture de la victoire. Et c'est ce qui est reproduit. Tu regardes l'affiche même de campagne d'un candidat. Moi quand j'écoute des candidats, m'appeler au téléphone et me dire que oh mon Dieu, on n'a pas d'argent, vraiment, on fonctionne sur fonds propres. Écoutez-moi très bien. Il n'y a que deux choses qui fonctionnent dans la politique. La première chose, c'est le rapport de force. La deuxième chose qui fonctionne dans la politique, c'est l'argent. Barack Obama est une source d'inspiration politique pour moi. Pourquoi? Parce que Obama a lui-même su vendre son idéologie au point d'avoir de l'argent. Il avait déjà battu les Clinton sur le principe de la popularité. Obama brassait les foules. Quand les démocrates ont vu ça, c'est parce que les Clinton, ils avaient négligé la campagne en se disant « Ah non, nous sommes une famille politique. » Le mari a exercé la fonction exécutive, la fonction suprême. Donc, ils avaient négligé Obama. Pire encore, Obama était noir. Deux raisons de plus pour bien négliger Obama. Mais Obama, ayant une femme afro-américaine, avec un nom même à connotation que vous connaissez, les amis assis dans leur propre parti, on leur a donné conseil pour leur demander humblement de laisser passer Barack. Parce que Barack, à un moment donné, s'est retrouvé avec un fonds de campagne plus conséquent que celui de la famille Clinton. Je ne dis pas que les Clinton n'avaient pas les moyens, mais les gens disent oui, Obama n'a peut-être pas votre argent, Obama n'a pas votre influence, mais les foules qu'Obama brasse, là, vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a des bastions qui sont acquis à des fiefs politiques. Et la plupart du temps, c'est ça en fait qui traumatise. Donc, vous savez que j'ai remarqué que dans la présidentielle américaine, c'est un honneur de voir un républicain gagner dans le fief d'un démocrate. C'est-à-dire que pour lui, c'est la meilleure chose qu'il puisse faire. Parce que s'il gagne, exemple, tu es républicain, et puis tu gagnes, exemple, dans l'État du Michigan, mais tu es en terrain conquis. Si tu es républicain et tu remportes les suffrages à New York, on te respecte dans l'arène politique. Il y a des bastions où on sait que là-bas, c'est les rednecks. Là-bas, dans le Black Town, ils sont en territoire conquis chez les Yankees. Obama a fait bouger les states là. Les spécialistes de la politique américaine ont appelé le camp Clinton. Ils ont dit que, est-ce que vous voyez ce qu'on voit? Ça veut dire que Obama avait pensé sa stratégie. Et je suis sûre que si Obama avait des amis, comme les amis qu'on a aujourd'hui là, Obama n'allait jamais devenir président de la République. Vous savez, ayez peur des personnes qui vous découragent dans toute chose. Moi, j'ai horreur d'une chose, c'est comme on estime que c'est impossible. Moi, dès que tu commences à me dire ça, tu as maintenant les problèmes avec moi. Parce que je vais te dire, attendez, je coupe les commentaires, vous êtes trop habitués à ne pas tapoter. On va fonctionner maintenant comme ça. Vous ne tapotez pas, je coupe les commentaires. C'est où? Donc, j'ai horreur que l'on prétende que je ne peux pas y arriver. Parce que ça fait partie d'une des qualités des Américains. Comment moi, où je suis là, je te regarde, je te dis que, ah, j'aspire à faire ceci, tu me regardes et tu me dis non, moi je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Ceux qui ont fait là, ils ont fait quoi? Et puis, ils ont fait quoi de... S'il vous plaît, prenez les cœurs oranges, j'ai besoin encore de 30 personnes pour les cœurs oranges. Et à partir de là, je commence à te démontrer que je suis capable de le faire. La chose qui m'a rendue excellente dans l'activisme, vous savez c'est quoi?
c'est pas les encouragements des gens qui croyaient déjà en moi. C'est pas les appels de réconfort de ceux qui avaient vu un potentiel en moi. Vous savez ce qui m'a encouragé à continuer et à me profiner dans ma stratégie? C'est ceux qui me méprisaient. C'est ceux qui disaient que, oh, laisse-moi celle-là, écrit dans les vidéos. Elle va prendre quoi qui? Aujourd'hui. C'est humilité qui fait, hein? Sinon, vous savez qu'en matière de débat politique, I'm still be ready, right? Je suis prête. Parce que j'ai pris ça comme des pierres, comme me jeter. Et puis j'ai jeté à mes pieds. J'ai dit, je vais me créer un chemin vers la gloire. Je vous dis que ce pays qu'on appelle le Gabon, nous, on va gouverner ça. Sauf si Dieu m'enlève du commun des mortels. Et même, peut-être que mon enfant ou ma descendance viendra parachever. Oui, quand j'ai vu le fils... Quand j'ai vu le fils Bush venir terminer la guerre de son père, hein, parce que c'est mon rêve, j'y crois. Et je ne veux pas venir gouverner le Gabon parce que je veux m'enrichir ou prouver à mes ennemis que j'avais raison. Je veux gouverner ce pays parce que j'ai un projet de société pour ce pays. Et je suis attachée aux candidats qui sont capables déjà d'écrire une histoire sur comment est-ce qu'ils seront appelés à exercer. Nous devons... C'est là où j'ai vu le sérieux entre Jean Ping et M. Raymond Donsima. Tous ceux qui ont marché avec Ping savent que le projet de société de Ping de 2016 est une copie pâle du projet de société de M. André Borbam. Moi, j'ai fait comment on appelle ça? J'ai fait des meetings ici à la National Endowment of Democracy avec Ping. Incapable de nous parler de son projet politique. Je posais toujours la question aux pingouins et à ses soutiens que, ok, vous dites que nous on vote, on fait notre travail, vous ferez le reste. Ok, développer, c'est quoi le reste selon vous? Oh non, le plan B, hein, le plan Bracata, le plan Insoulou. Et on ne peut pas dire, il y a les espions, le PDG nous a infestés. On a accusé Ali Bongo et on n'a pas sacrifié. Oh, Ndemezo est traître. Annie Léa est traître. Yerendo est traître. Tata Huguette a trahi. Monsieur a trahi. Tu ne peux pas dire non à Ping, hein. Essaie seulement de poser la question à Ping. Mais dis-moi un peu. Tu nous avais demandé d'aller voter, que toi tu ferais le reste. Pourquoi nous en sommes encore là? Les accusations qui vont déposer sur ta vie. Mais l'Éternel est notre berger. C'est pour ça qu'ils savent que aller sur la base du Congo, ça ou bien de quoi, je m'en fous, ça glisse sur moi. J'ai fait mes classes, moi, dans la politique gabonaise. J'ai tout vu. On m'accusait d'être en complot avec Ali Bongo. On m'accusait de faire le jeu du pouvoir. On disait que je n'étais pas véritablement une vraie opposante, que j'étais du Haut-Togoué, j'étais payée. On m'a même accusé, et c'est pas honte. Stéphane Zeng m'a accusé, moi, Dana, d'être un soutien indéfectible d'Omar Denis. Je ne sais pas. Où il m'a vu avec Omar Denis créer un parti politique et en être la vice-présidente ou je ne sais pas la chargée de communication de ce parti politique. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas c'est quel jour moi je me suis assis avec Omar Denis Junior Bongo Ndima et il m'a dit, Tata Huguette, écoute, comme tu fais de la politique, moi Junior, je veux aller en politique, allons, on va aller gouverner le Gabon. Je ne sais pas, hein, c'est Stéphane qui connaît ça. Les choses que parce que j'étais dans la colère, je disais à Omar Denis que, hey, écoute, prends-nous les militaires là-bas, venez enlever Ali, nous énerve, il faut qu'il parle du pouvoir. Ils disent maintenant que moi je voulais qu'Omar Denis soit candidat pour venir gouverner le Gabon. Sauf qu'aujourd'hui, on les voit, ils sont aux abonnés absents. Aucune substance politique. Celle-là qui disait, qui criait dans les lives, là, l'autre hurleuse là, au mamel rebondi là, remplie de caoutchouc que je l'avais envoyé faire en Turquie là. Elle était carrément même déjà sur la liste. Le lendemain, Oyiba a demandé Jean-Pierre que amenez-moi la gomme ou le blanco.
Il a barré sauf que le nom de Claire Newman. Des pleurs du mollet partout. Vous ne tapotez pas le live, hein? Ok, il n'y aura pas les commentaires. C'est ce qui s'est passé. Regardez cette campagne-là. C'est une campagne où personne ne parle. Princesse Rekula, Crépin Yeke, qui encore? Et moi, je ne sais pas si j'ai oublié d'autres personnes, on a renvoyé les activistes du palais aux hégémonies. C'est-à-dire qu'ils sont devenus plus silencieux qu'un vibreur de téléphone. On peut se taire comme ça. Donc même la propagande, la chargée de propagande, là, on ne vous a même pas recruté. Avec vos chaînes, vous pouviez au moins mettre vos chaînes numériques à la disposition des candidats de l'UDB, comme certains frères à nous. Notre petite sœur Emmanuel, j'ai même appris hier que Love, là chez qui je serai tout à l'heure, fait maintenant les lives. Stéphane Zeng, tu t'es tu? Je t'avais dit, petit, que je vais te régler. Amuse-toi avec qui tu connais. Mais notre limite là, il faut régler les... faut respecter les gens de ta corporation. Parce qu'il n'y a que 2 animaux à écaille qui savent là où se montrent. Tu as fait la bagarre avec Opianga. Tu as malmené Opianga ici. On a vu. Tu as malmené même l'institution judiciaire jusqu'à faire muter une juge d'instruction qui vous avait délivré l'interdiction formelle de quitter le territoire. Mais est-ce que tu as vu que le jour que tu as pris tes courbiers là et ton nez coupé, évasé, pour aller dans un tribunal que toi tu es capable de nous envoyer en prison, est-ce que tu as vu le bataille à Bokolo qu'on t'a infligé au point où vertige te prend? Jusqu'aujourd'hui, vous avez les maux de tête. Doliprane votre partage. Vous êtes là dans les vertissements. La terre tourne autour de vous. C'est devenu le toboggan. On n'habite pas, comme disent les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'on savait ce qu'on devait faire. C'est pour ça qu'on vous a dit que septembre là, on va seulement aller aux élections avec vous. Vous étiez le sacrifice ultime pour donner le mot d'ordre aux Gabonais que vous partez voter les gens qui se baladent avec des personnes qui brûlent le pays. Et Dieu merci que dans les candidats de la diaspora, on nous a envoyé vraiment un amorphe aux pieds et aux bras cassés, incapable d'ouvrir même la bouche pour vendre son propre projet politique. Je dis Dieu merci. Parce que si c'était sa suppléante Laetitia Mapaga, je vous dis que les pronostics se seraient joués entre Laetitia, Alice Adibé, Madame Peggy, Sima, épouse Nandon, certainement Franck Joktan, et celui qui est le candidat de ma soeur Ophéla, l'avocat là, ou je ne sais pas, le juge là. Mais Dieu a fait jusqu'à Aurélien, en pensant, je vous dis que je bénis Dieu que Oligui soit issu de la famille de son père. Ça dit qu'il a les parents parfaits pour nous aider à bien le biama. Oligui, ça dit que les parents qu'il a, et Dieu merci qu'il les écoute beaucoup, sont du pain béni pour nous. Parce que si Aurélien n'avait pas envoyé son ami pour venir s'imposer dans l'UDB du 2e siège de la diaspora, est-ce qu'on aurait eu un chou gras? C'est-à-dire que dès que tu parles seulement du candidat de l'UDB, même les petites chaînes numériques de propagande, le gars est incapable d'honorer un rendez-vous. Tu donnes le gars là rendez-vous pour se connecter à 13h. Le gars, non seulement il ne vient pas, mais il ne te dit même pas pourquoi il n'est pas venu. On peut faire souhait, mais nous devons applaudir pour lui. C'est vraiment, non. Tu travailles bien. Et je suis très fière de toi. Tu as bien travaillé. Et c'est pourquoi est-ce que j'appelle à te sanctionner dans les urnes. Ça ne sert absolument à rien d'appeler les gens à voter. Vous êtes déçus, les Gabonais.
C'est Dieu qui fait notre palabre. Après avoir sorti la famille Bongo Valentin, qui avait déjà frustré les Gabonais, Oligui a encore enfoncé le clou. Il allait casser les maisons des parents des Gabonais et des Gabonais eux-mêmes. C'est toujours ici. La diaspora ne tape plus la bouche. Ah! Mon téléphone a cessé de sonner. Hein? On ne m'appelle plus pour vouloir me vendre Oligui comme un homme providentiel. Quand on m'appelle, c'est juste... On ne me dit même plus qu'on est allé voir le président. À l'époque, oui, ça me die. Oui, ça me die. J'entends seulement, oui, allô? Oui, Tata Huguette. Oui, nous sommes là au hall, là. Nous sommes venus voir le président. Nous avons des projets. Oui, tu sais, notre projet, on va porter. Tu sais, nous, on ne peut pas rester toujours dans l'éternelle contestation. Hein. Il faut joindre l'utile à l'agréable. Mais bien sûr, nous avons des projets. Mais c'est ça, parce que nous devons apporter nos pierres à l'édifice. Vos pierres là, c'est pas mieux vous allez les récupérer pour commencer à aller déposer ça dans vos chantiers pour construire les maisons de vos parents et vous-même. Hein? Une élection où ils empêchent la procuration. C'est ce matin que Princesse m'explique que il paraît que la loi au Gabon maintenant pour être éligible à la proclamation, moi, exemple qui suis né à Mwanda, si je suis inscrite sur, comment on appelle ça, l'arrondissement de Mwanda, je dois d'abord me rendre à Mwanda moi-même, individuellement, pour aller signer la procuration. Pour dire non, je donne maintenant compétence à Nelly Ngabima d'aller voter pour moi. Mais puisque je suis inscrite à Mwanda, c'est pas mieux moi-même, je vais seulement aller voter au lieu de donner la procuration. C'est-à-dire que tout est mélangé. Comme le silence de Stéphane Zeng et de Yannick Ndomba. Ndomba, tu n'es plus venu suivre Oligui comme si Oligui te doit quelque chose. Tu n'es plus venu suivre Oligui dans son énième voyage aux États-Unis. Je vous ai dit qu'on a mis BIM. Vous allez chercher à sauver les apparences, mais les évidences seront devant nous. Va maintenant récupérer les 200 000 $ qu'il a laissés, 100 000 à New York et 100 000 à Washington, là où ça crée déjà les problèmes. Tu ne viens plus prendre l'argent qu'Oligui te doit, qu'il a l'habitude de laisser aux États-Unis. Tu as tapé la bouche ici au Canada avec ton mensonge compulsif. Eh non, moi, je vais faire... Toi, tu peux faire venir quel président qui te connaît au Canada? Qui peut te considérer même ici? Quelle autorité, toi, tu vas aller voir même pour essayer de les convaincre qu'Oligui peut venir ici, là? Tu n'es plus allé sur Oligui aux États-Unis. Toi, à tous les voyages en particulier, dans les voyages des États-Unis d'Oligui, tu es toujours là, à traîner dans le hall de l'hôtel. Tu ne vas plus. Ça comme a dit l'autre là, Nyangono, ça a commencé. Ça a déjà commencé. Voilà ça, voilà ça. Même vous accompagner de certains candidats ne vous a pas vu. Vous êtes devenu persona non grata. La porteuse de perruque, elle est absorbée, hein. Vous savez que c'est maintenant que je me rends compte que l'idiote, les mêmes candidates là-bas sur le siège de Kango, le village qu'on lui a prêté à Libreville, là au Gabon, c'est comme si elle n'est pas candidate. Hein. Est-ce que vous ressentez la campagne de Laurence Ndong? On ne ressent pas ça. Laurence, tu as vu maintenant la vérité sur le terrain, non? C'est pour ça, ayons l'humilité. N'ayons pas la prétention de croire que, parce que nous réunissons autant de personnes sur nos lives, que nous pouvons convertir ces auditeurs-là en suffrage électoral. N'ayons pas cette prétention. Il faut respecter les gens qui gagnent à la loyale au Gabon. C'est là-bas où on nous attend. Même moi qui crie dans ce live-là, je dois rentrer là-bas. Aller convaincre les électeurs qui vont dire « Ah, c'est celle qui parlait dans Internet là. Ok, maintenant elle est face à nous. Ok, répète-nous. Là, on peut dire que je triche. J'ai peut-être un papier à côté de moi ou bien j'ai un autre téléphone comme celui qui est là à côté de moi. Et puis je suis en train de lire. Mais maintenant, il faut vendre le projet politique. Vous allez aller dire quoi? Hein? Vous êtes même incapable géographiquement de situer où se trouve, autant pour moi, la région qui serait propice à la question agricole pour pallier au challenge de l'autosuffisance alimentaire. Vous êtes incapable d'expliquer que comment on appelle ça, les projets agricoles ne peuvent pas prospérer là où se trouve la mer, parce que la mer tue la semence.
et que c'est à cause de ça qu'il est important d'aller, exemple, dans telle province ou telle localité et de faire de cette localité-là la puissance agricole du Gabon d'aujourd'hui et surtout de demain. Vous êtes incapable de le faire. Même si aujourd'hui on discute géographiquement, du moins on discute sur les capacités de chacun des pays de la CEMAC, vous êtes incapable de dire pourquoi est-ce que le Cameroun est une puissance agricole. Mais vous voulez rentrer dans l'arène politique. Quand je vois ma petite sœur là, qui est habituée, je dis, elle s'est convertie à l'hindouisme. Arrête là. Elle de toi, elle a déjà le kaolin aux yeux, sur les lèvres, au coin des yeux. Après, on lui a fait une petite tresse là, avec un peu de comment on appelle ça, un peu de civil. Elle a toujours une petite écharpe quelque part. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Je veux comprendre. Elle s'est convertie à l'hindouisme. Écoutez-la en plein plateau. La seule femme politique que j'écoute. Maman, en tout cas, je suis le Goué Lolo. On juge le maçon au pied du mur. Mais c'est quoi? Où est le sérieux? L'autre là-bas, là, c'est la petite comédienne, là. Très jolie. Elle est là, elle n'y aime pas. Ma chérie, c'est l'UDB, hein, l'enfant du PDG. Regardez ce qu'ils sont en train de dire. Oh non, la vidéo sur la casquette, c'est par rapport à un problème d'imprimante. C'est sûr que dans l'impression, l'imprimeur avait déjà imprimé d'abord les gadgets du PDG et ensuite il a imprimé ceux de l'UDB. Je suis d'accord. Je vous accorde le bénéfice du doute. Mais le duo entre le candidat est de l'UDB et le suppléant est du PDG. On en parle, c'est aussi une erreur de l'impression des affiches ou bien du combo électoral. J'ai vu des collaborations dans le monde du cinéma. J'ai vu des collaborations dans le monde de la musique. J'ai même vu des collaborations dans le monde du sport. Parce que je vois comment est-ce que on prête des joueurs pour exemple aller sauver un club là-bas et tout. Ils font des tractations. Mais en politique au Gabon, c'est la première et unique fois que je vois que un candidat est de l'UP. C'est-à-dire ils ont fait un featuring politique. Featuring politique. Candidat UDB suppléant PDG. Candidat PDG suppléant UDB. Non, c'est-à-dire qu'on a développé une nouvelle alternative de science en politique au Gabon. C'est comme si on vient me dire que on peut prendre un candidat du RN et un suppléant du parti de Mélenchon. C'est ce que je vois au Gabon. Je ne dis pas que c'est juridiquement illégal de le faire, parce que je ne sais même pas ce que disent les textes de loi sur le principe de la loi électorale et les statuts, selon notre constitution, mais je trouve quand même que c'est choquant. Je sais qu'à l'époque, les gens respectaient les mots d'ordre. C'est-à-dire qu'on te laisse sur un siège électoral et on appelle les gens, les sympathisants, à aller te donner de la force, mais ils partent quand même en gardant leur anatomie politique. Et ça ne dérange personne, hein. Ils veulent, ça dit que devant autant d'évidence, ils veulent nous expliquer que le candidat du PDG ne garantit pas les intérêts de l'UDB. C'est au Gabon que j'ai vu ça. Même les candidats parallèles, parachutés, créés juste pour empêcher aux véritables opposants tels que Giovanni Boulingi, tels que M. Mike Steve Joktan, tels que mon frère Lionel Ngonga, tels que la candidate, parce que je vais venir pour vous donner le mot de fin et qui est-ce que j'ai choisi de voter. Balak Obama, dans le 2e arrondissement. J'ai vu Balak en train de pleurer. Hein.
J'ai vu Malak en train de pleurer dans le 2e arrondissement, le fief de Yeguendon. J'ai vu comment est-ce que, sachant qu'on les a cassés, je ne savais pas que le 2e ouvrait derrière l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Ou bien je me trompe? Vous qui êtes des spécialistes du découpage électoral là. Derrière l'Assemblée nationale représente quel arrondissement? J'ai vu comment est-ce que les Gabonais ont accueilli en triomphe les représentants de l'UDB. J'ai même vu Maïs Moussi là comme... en tout cas, merde, il faut que mon père, Mac Joss. Il est où? Non, Mof 10 est en train de faire bim dans le grand Nyengou. Ndende est où? Dans l'Ongounier, hein? Ndende n'est pas dans la Nyanga. Je ne sais pas pourquoi on a enlevé Ndende à la Nyanga. Attendez. Il est où? Tu n'as pas encore enlevé les chaussures. Ton père Oligui a dit que tu es un génie, non? On t'a envoyé au casse-pipe. Ça dit que ça c'est carrément un hammer. Tu as enlevé les chaussures. Avant la fin de la campagne, j'ai vu Maïs Mouissi. Tu commences à descendre et vous savez, il y a une chose, hein. Il y a une chose que mon Fumbi a dit de Maïs. Et j'ai donné raison aux rumeurs. Mon Fumbi s'est plaint de l'arrogance de Maïs. Maïs, c'est une erreur dans la vie là, surtout si tu veux faire la politique d'être arrogant. Tu n'iras nulle part avec cette habitude-là. Et j'ai écouté comment le vieux s'est plaint de toi. La vérité, c'est qu'on est déjà habitué à notre diable qu'on connaît, notre incompétent. On est déjà habitué à une maladie qu'on soigne, dont on a même déjà trouvé les médicaments. Mais toi, tu es plus dangereux que Maf. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne sait pas encore. Tu es en mutation, tu es un démon en gestation en fait. Et le danger, c'est que tu peux devenir un virus beaucoup plus virulent que le virus qu'on connaît déjà. Tu n'as pas encore enlevé les chaussures Maïs. Tu vas voir. Tu vas voir, tu connais à qui tu as fait. Tu vas. On te dit pas les coups du coco. Batou ben. Chouba. On va te taper. Je dis, votez-moi mon fils. Ma bouteille de champagne, mon combat. Aïe, le champagne de ça. Mon fils. Mon Fumbi Yves. Allez, attendez. Diaboudidi. Nandi, ma. Tibila de Matoji. Est-ce qu'un roule à Maïs? C'est conseil, hein, le Baba nous donne. Chouba. On ne pleure pas, hein? On va faire ça doucement. Chouba, Maïs, tu vas voir que tu devais... Pendant que tu comptais tu mettais les comment on appelle ça, les prix sur les comment on appelle ça, les boîtes de conserve à Carrefour. Ma Fumbi est en train de trépigner. 40 ans d'expertise, maman. Le trépinage de ça. Faut respecter les aînés petits. Si tu étais un petit poli là, un tonton devait t'apprendre à faire les pas du coco. Tu as eu au moins 1 an pour te préparer. Quand vous dites que préparez-vous à aller aux élections. La campagne de ça. Ma Fumbi, je te donne ma voix, papa. Écrase-moi les bêtises, comme on écrase les condiments pour faire le poisson braisé avec ça, le barbecue. Tu vas. T'entends? Tu vas voir.
Chouba, la coco, tu vas pleurer. Écrase-moi les bêtises. Un petit plaisantin comme toi. Toi, tu penses que les gars de c'est les petites bordels là que tu traînes avec sur de X là-bas. Là-bas, c'est-à-dire que c'est du réel. Et ça ne va pas faire mal. Moflis va te... La force de l'expérience. Il va te mettre au respect. Tu vas aller apprendre ou t'acheter une éducation basée sur le respect des aînés. Du coup, ah bon? Mais il y a un adage qui dit chez nous que laisse le taureau courir. La balle est derrière. Et je te dis que tu es assis sur l'un des plus gros tandems. Je pense que tu as même l'adversaire le plus tendu de toute cette élection. Et je ne m'en cache pas, tu vas rien me faire. Je m'en fous de Yves Fernand Manfumbi. Je le connais où? Je ne l'ai même jamais vu de toute ma vie. Mais parce que je sais que tu es un incapable et un incompétent, il faut qu'on lui garde au gouvernement là-bas avec lui. Il va seulement d'abord rentrer à l'Assemblée nationale là. C'est ça qui est le vrai point. Donc, Ndende, on vote Papa Moflis. Chai Bang City, on vote notre frère Giovanni Moulingi. On vote les colistiers. Donnez aussi la chance à d'autres de se tromper, comme vous avez passé le temps à vous tromper pendant 56 ans. Le Gabon ne vous appartient pas. À vous seulement. Apport gentil. L'autre là, Jajarija. L'autre, au Gabon à Bardera, alias Jajarija. Tu seras battu par l'évêque Joktan. Tu ne mérites aucune voix. Tu es un bandit. Princesse t'a affiché là-bas là. Tu es un voleur de terrain. Tu es là dans la manipulation. C'est vous tous là. Vous êtes les démons de ce pays-là. En train de critiquer les anciens belligérants et on vous met aux affaires, vous faites pire. Ta place se trouve à la Fourrière et non à l'Assemblée nationale. Le danger de vous porter à l'Assemblée nationale, c'est que vous serez trop en famille là-bas. Donc, j'ai déjà dit, Manfumbi, donc honneur aux aînés, donc Manfumbi qui est le plus vieux, il garde la circonscription que son père et sa mère lui avaient donné le jour de sa naissance, qui est Ndende, donc ça l'appartient. La personne qui n'est pas contente, il n'a qu'à casser le méta, ça ne chauffe pas, on s'en fout. J'ai demandé à voter pour Giovanni Moulingi à, comment on appelle ça, à Chibanga. Apport gentil, Joktan, Lionel Ngonga. Lionel Ngonga, l'un des seuls députés nommés qui a introduit la motion d'amnistie pour pouvoir sortir, faciliter et accélérer la sortie de M. Kelly Ondo et ses frères d'armes. Un député valable qui n'a plus rien à prouver. Le président de SOS Médecins qui a failli être assassiné par Effayon qui avait décidé de le tuer par strangulation. Nul n'a été le fait qu'il y avait des agents de la garde pénitentiaire qui regardaient Effayon faire. Ce jour-là, il était tellement ivre de colère qu'il pouvait en finir avec Ngonga, en le menaçant de ne plus jamais remettre les pieds à la prison centrale. Parce que ce qu'Effayon ignore, c'est que nous sommes tous des prisonniers qui nous ignorons et en potentielle liberté. Il n'y a pas que les coupables qui se retrouvent là-bas. Et c'est un enfant qui n'abandonne pas. Il est très résilient. Il continue de lutter pour le droit de nos prisonniers. C'est grâce à un enfant comme ça que Kelly Ondo a pu bénéficier d'un soutien massif venant de notre part. Les marches numériques, l'appel à la mobilisation numérique, à ne pas l'oublier, ne doit pas sombrer dans l'oubli. C'est grâce à mon frère Lionel Ngonga. Barack Obama, dans le 2e arrondissement, comme je vous disais, je vous ai demandé que derrière l'Assemblée nationale appartient à quel fief électoral. C'est derrière l'Assemblée, c'est dans le 2e arrondissement, right? Ou bien? Les Gabonais ont accueilli en triomphe l'UDB là-bas. Les messagers de ceux qui les ont expropriés au point de les congédier à l'oisiveté.
Il leur a donné des places de choix au point où quand l'UDB fait la causerie, ils font carton plein. Les mêmes sinistrés sont assis jusqu'à être en train de crier Amen. Ils ne disent même pas oui, hein. Ils disent Amen. Deuxième arrondissement. Balak a pleuré dans une vidéo. Je dis Balak, bienvenue en politique. Maintenant, je vais essayer de chuter parce que bientôt je vais partir pour aller accompagner mon choix politique. Jusqu'à hier, je n'étais pas enthousiaste donc à donner ma voix ou à faire un appel à la solidarité sur les multiples candidatures qui se sont fait connaître sur le siège en particulier du 2e arrondissement, donc de la diaspora gabonaise, parce que bon, je suis consciente que c'est un scrutin qui est entaché d'énormes irrégularités, mais la vérité, ce n'est pas fait de manière anodine. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai essayé de regarder, j'ai écouté, il y a certains candidats que je connais personnellement, dont Madame Adibé, Franck Joktan, je connais encore qui? Quand je parle de personnes, bon, Alice, on ne s'est jamais vu, mais on se parle. Alors, j'ai aussi écouté aussi l'avocat là, qui est avec ma soeur Orphée, celui de l'UDB, je vous ai dit, il n'assiste à aucun débat, donc je ne sais même pas à quoi ressemble sa voix. Mais en tant que responsable politique, vous savez, je vous ai parlé de l'histoire de Kennedy. Kennedy est devenu président parce qu'il avait de bons conseillers stratégiques. Je vous avais expliqué que avant l'ascension de Kennedy au pouvoir, les Noirs étaient pro-républicains. Pourquoi? Parce que pendant des générations, ils ont été reconnaissants à la décision qu'avait signée le décret de Abraham Lincoln qui avait mis fin à l'esclavage. Mais Kennedy avait des bons stratèges politiques. Et les bons stratèges politiques lui ont dit, écoutez, que vous le vouliez ou pas, il faudrait accompagner le combat de ces Noirs-là parce qu'ils représentent une opportunité. Il faut qu'on se saisisse de leur combat parce que qu'on le veuille ou pas, eux aussi ils sont là maintenant depuis des générations avec nous, donc nous allons demeurer ensemble. Ça ne sert à rien de ne pas tenir compte de leurs revendications. On ne vous demande pas d'aller avec eux dans les marches pour leur montrer que vous êtes solidaires à leur combat. Mais essayez d'appeler la femme du révérend Martin Luther King. King a été une énième fois encore arrêté. Et le fait que John Kennedy avait pris son téléphone pour appeler Madame Coretta Scott King, pour lui envoyer ses hommages, pour lui témoigner toute sa compassion par rapport à l'adversité dont elle et sa famille faisaient face. Je vous dis que comment vais-je dire, le destin de cet homme a basculé. En politique, je vous dis, la politique n'est jamais, ça c'est pour ceux qui sont des réels politiques. Sachez que même pour qu'Obama vienne là, il y a eu des tractations, il y a eu des alliances. Les Clinton ont dû reculer parce qu'ils avaient perdu le soutien de certaines familles influentes du Parti démocrate. Moi, je vous ai dit qu'au-delà du fait que je fasse de l'activisme, j'ai des ambitions politiques. Ok? Et je ne peux pas, moi, Dana, ne pas accompagner les autres en politique et m'attendre à ce que... Moi, je ne le fais pas pour que demain, il me soit redevable. Mais je le fais parce que je veux qu'ils comprennent que ce n'est pas parce que je ne suis pas candidate que je ne considère pas leur initiative. Qu'est-ce que je vous ai dit quand j'ai pris la parole mardi? Je vous ai dit que ce n'est pas parce que ce n'est pas ma saison que ce n'est pas la saison de Giovanni Boulengi. Que ce n'est pas la saison de toutes ces personnes, de Alice Vincent et j'en passe. Chaque chose en son temps. Je suis contente pour eux. Je ne mets pas en doute leur capacité de faire de bons élus demain. Et d'ailleurs, je leur souhaite à tous bonne chance. Mais au-delà de ça, il en va de ma responsabilité politique. Un leader doit savoir prendre des décisions, même lorsqu'elles seraient impopulaires. C'est aussi ça le leadership. À
allez-y lire les principes du leadership. Pour ceux qui veulent aujourd'hui comme demain, que ce soit sur le principe des affaires, que ce soit sur le principe, comment on appelle ça, de la politique ou je ne sais pas quoi. Lorsque vous êtes appelé à diriger, vous devez toujours prendre une solution où vous devez prendre des dispositions et des mesures responsables. J'ai été sollicité par certaines personnes à les soutenir. Mais je n'ai pas apporté mon soutien, pas parce que je ne voulais pas, mais mon soutien, pas parce que je ne voulais pas, mais mon soutien, pas parce que je ne voulais pas, mais est forcément la bonne chose. Parce que le danger avec la politique, c'est quoi? C'est que nul n'est tenu par obligation lorsqu'il est porté à son poste de responsabilité ou lorsque cette personne atteint ses objectifs. C'est aussi ça, le vice de la politique. Mais puisqu'on a décidé de faire de la politique, prêtons nos langues au chat. Alors, j'ai demandé hier, et je vais l'écrire après aujourd'hui, j'appelle à voter pour Madame Peggy Ndong. C'est mon choix. Si vous me demandez pourquoi, parce que j'estime que de très loin, il y a de la maturité dans sa présentation de projet de société. De deux, elle a une... De deux, elle a une... De deux, elle a une... Elle ouvre sa bouche. Et je pense qu'il est temps qu'on puisse faire aussi confiance aux femmes. C'est une femme, oui, mais elle n'est pas n'importe quelle femme. Vous savez, elle appartient à une formation religieuse qui fait partie des leaders de sa génération. Il y a un adage qui dit que vous reconnaîtrez le fruit à l'arbre. C'est l'enfant d'un des plus grands leaders de l'évangile de sa génération. Moi, je n'ai pas écouté Castanou, je ne l'écoute pas. Je ne l'écoute pas. Mais j'ai regardé le chef-d'œuvre qu'il a bâti, c'est-à-dire sa synagogue. J'ai respecté l'homme qu'il est. Parce que quand je regarde les cultes de fin d'année, souvent je regarde exclusivement parce que quelqu'un dans mon entourage aime bien passer. Moi, exemple, sachez que chaque fin d'année, je ne sors pas. Ok, je prie en ligne. Donc je suis des cultes en ligne. Et il m'est arrivé furtivement comme ça de tomber sur des cultes de ICC. J'ai été impressionnée de voir l'église que son père spirituel a bâti. Pour un Africain, pour moi au jour d'aujourd'hui, il a la meilleure église en termes architecturaux des Africains en France. Donc, au-delà de tout, je ne force personne à faire quoi que ce soit. Vous pouvez voter pour les autres personnes. Ceux qui vont me garder rancune parce que j'aurais fait mon choix de voter Peggy, c'est votre problème. Moi, je suis dans le jeu politique. Ok? Donc, il se peut qu'elle aille à l'Assemblée et qu'elle fasse un très mauvais mandat. Et vous me connaissez, je le lui ai d'ailleurs dit hier. Je dis, Peggy, il faut faire attention. Le danger avec moi, c'est que moi, je crois beaucoup aux promesses des gens. C'est pour ça que je n'ai pas pardonné à Ping de ne pas avoir pris le pouvoir. Parce qu'il avait promis prendre le pouvoir. Moi, je vous le dis, si je suis candidate à une élection, ça veut dire que je suis prête à toute éventualité. Maintenant, cela ne garantit pas que je vais gagner l'élection. Mais au moins, j'aurai le sentiment d'avoir essayé d'accomplir quelque chose. C'est pour ça que je prends l'élan. Et je me prépare. Donc, pour le reste, je leur souhaite bonne chance. Moi, dans les pronostics, je vois les favoris sont Peggy, Alice, comme c'est des femmes, je les place devant. Franck Jotan,
comment il s'appelle, le candidat là, qui est avocat là, comment on appelle ça, de Orphée. Bon, peut-être mon beau-frère Yvon Moutinga, sinon le reste je laisse le choix. Donc j'espère et j'en appelle justement à la maturité de tout un chacun de pouvoir mettre son ego de côté pour celui qui sera porté au deuxième tour, l'appeler à vous joindre massivement derrière ce candidat qui sera certainement indépendant, parce que je ne pense pas que l'UDB ira quelque part. Je peux me tromper, parce que honnêtement, si l'UDB gagne en France, c'est clair que c'est la fraude. Parce que quelqu'un de normal, hein, normalement constitué, honnêtement, écrivez-moi en commentaire. Vous pouvez me dire quelque chose que vous avez retenu du passage du candidat de l'UDB dans un panel de débat. Je ne pense pas. Si oui, écrivez-moi ça en commentaire. Donc, je ne vais pas rester longtemps, comme je vous ai dit, à la nuit électorale. Je vais donner la place à d'autres personnes de bloguer. Et pour moi, il ne va nulle part. Donc, voilà. C'était ce que j'avais à dire par rapport au mauvais comportement qu'affichent nos frères vis-à-vis de certains médias qui appartiennent à leurs frères. Ils ne mettent pas du sérieux. Raphaël dit, même dire qu'il accompagne la vision d'Oligui, il n'arrive pas à le dire. Oui. Le candidat du consensus. Le consensus, la team Obangam. Ça, c'est le consensus de Nchimazok qui nous a envoyé son challenger. On va bien le bim. C'est important, hein, qu'on garde le siège de la diaspora, là. Oligui compte sur ce siège. Je pense qu'il compte sur ce siège même plus que le siège de Ngoni. Hein. Donc, vraiment, faisons attention. Je vais donc me mettre déjà en position de départ. J'espère que je n'ai pas trop crié sur vous. Je ne suis pas très contente et je me rends compte que ce n'est pas forcément les gens qui sont mes abonnés qui me regardent. J'ai beaucoup de détracteurs et c'est votre problème, c'est tant mieux. Merci, au moins vous me faites de l'audience. Donc j'ose croire que les gens sont énormément occupés entre les campagnes et tout. Donc, et que ça va bien se passer. Je vais quitter justement mon allocution en chanson. Toujours. Je vais écouter David 7. Hein. C'est un artiste que j'apprécie énormément. C'est un frère gabonais. Donc merci d'avoir été là. Je vous invite sur les autres panels là. Je vais aller donner de la force à d'autres. Éternel mon roi, tu es saint, tu es... Donc, merci. En dehors de toi, il n'y a aucun Dieu qui soit semblable. On a atteint aujourd'hui au moins les 50 j'aime. Pourquoi je te rends honneur et gloire. Votez utile, votez conscient. Que la gloire. C'est ça la vraie bataille, hein. C'est d'avancer quand même, hein, s'il n'y a plus aucun espoir. Moi, une chose est sûre, c'est que je me prépare dans le noir. J'espère que dans un avenir assez proche, je donnerai à ce pays un groupe parlementaire appelé le Vox Populaire. L'un des groupes parlementaires qui fera chasser l'Assemblée nationale du Gabon. C'est ça qui est la vérité. On sera la reine de l'Assemblée nationale, ce que les députés du RN sont pour la France à l'Union européenne. On sera au Sénat ce que les députés de la France insoumise sont à la France. Donc, à l'Assemblée de l'Union européenne, on va arriver en triomphe. On est en chemin pour y arriver. Il va donner sa paix, sa joie. Yeah. Oh oui, m'a donné sa force et sa richesse. Mais quel est ce Dieu? J'ai fait de lui mes délices et il a tenu
m'appartiennent. Donc, merci. Commencez déjà à aller sur les autres panels. J'ai terminé avec vous ce soir. Combien de minutes? 2 heures, comme j'avais prévu. Donc, merci.